Porto 3-0 winners against Monaco, and they are the European champions. Jose Mourinho has masterminded this success. For the first time since 1987, Porto are the champions of Europe. Le FC Porto est de nouveau sur le toit de l'Europe 17 ans après. Cette fois-ci, l'exploit porte un visage, celui de José Mourinho. Un coach qui commence alors son histoire avec le haut niveau de la plus belle des manières. Son jeu, son équipe, son FC Porto composent les thèmes de l'épisode du jour. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Samuel. Salut à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Et Damaz. Bonsoir à tous. Que nous nous plongerons dans ces belles années des Dragons bleus et blancs. Alors, l'histoire que nous allons raconter commence avec l'alignement de deux situations, celle de Mourinho et celle du FC Porto. Damaz, José Mourinho, après avoir échoué au Benfica, impressionne le Portugal avec l'Union Leiria, 6 mois, de juillet 2001 à janvier 2002, durant lesquels il bouleverse la hiérarchie au pays. Totalement, surtout qu'on parle d'un monsieur qui a un gros passif en tant qu'adjoint avec des noms majeurs, qu'il faut le dire, Bobby Robson et Luis van Gaal, qui va considérer comme étant ses parents spirituels dans le monde du football, en plus de son père aussi, qui a fait une très grande carrière. Et quand il arrive au FC Porto, concrètement, il affirme très rapidement qu'il veut remettre le FC Porto au devant de la scène portugaise, et ce qui va rapidement justement manifester au travers de sa très belle équipe. Mais en plus de ça, Mourinho, c'est d'abord une personnalité. C'est une personnalité, c'est devenu comme une espèce d'icône. Et surtout, nous qui sommes français et nous qui regardons le football portugais entre guillemets de loin, même si on sait qu'il y a de très grands talents, on est étonné de voir une équipe aussi bien jouer au football et avoir d'aussi bons résultats. N'est-ce pas, Gilles ? Ouais, bon, aussi bien au football, non, mais qui règle beaucoup d'équipes au forceps, notamment les équipes françaises. On aura le temps d'en reparler. Ah oui. Ouais, là, ça, effectivement, c'est vraiment le souvenir que j'ai de cette équipe de Mourinho qui, au cours de ces 2 années, quand même, ont été des années intenses, pleines, 2 années et demie, incroyables pour l'histoire de ce club qu'est le FC Porto, qui se cherchait beaucoup. Quand même, à cette époque-là, c'est vrai que je me souviens de joueurs comme Jardel, qui avait été, on va dire, très performant lors des années précédentes. Le dernier titre, c'est en 99. 2000, ils vont en quart de finale de la Ligue des Champions. Ils perdent contre Porto, avec encore Jardel qui est Barça. C'est Barça, non? Non, je pense que c'est contre le Bayern, non le Bayern, ouais, je crois que c'est contre le Bayern en 2000. Et après, le Bayern qui joue contre le Real en 2000. Et bon, bref, on va pas refaire l'histoire d'Esprit Madridista, mais voilà, donc le FC Porto est toujours, il faisait partie de ces belles équipes européennes que l'on affrontait en Ligue des Champions, donc à la fin des années 90, mais sur le début des années 2000, c'est une équipe qui est quelconque et qui voit notamment d'autres équipes comme le Sporting Portugal ou même Boavista. L'autre club de Porto être devant et eux derrière. Champion, tout à fait. Oui, parce que de son côté, le FC Porto de 2002 est en crise, entre guillemets, de résultats. Lui qui a remporté le titre 8 fois en 10 ans dans les années 90, n'a plus été champion depuis la saison 98-99. Samuel, le FC Porto a besoin d'un déclic. Le FC Porto a besoin d'un déclic. Il reste sur des mauvaises saisons. Avant l'arrivée de Mourinho, il n'arrive pas à dépasser la 5e place. Quand il reprend l'équipe en main, ils enchaînent quand même 11 victoires en 15 matchs. Donc ça les fait accrocher la 3e place. Et à partir de là, c'est là qu'il a décidé de monter, on va dire, sa dynastie. Et il a annoncé directement à la fin de la saison que l'année prochaine, il serait champion. Et c'est ce qu'il va faire. Oui, parce qu'il va rejoindre le club à l'hiver 2002. Le FC Porto, il rejoint le FC Porto à l'hiver 2002 avec la promesse en conférence de presse de ramener le titre dès la saison suivante. Donc là, on commence à découvrir un Mourinho avec une grande gueule. Et il ramène avec lui ses fidèles et ses coups de cœur aussi à l'intersaison qui va suivre. Alors Nuno Valente et Derlei qu'il ramène de ses bagages de l'Union Leiria. Il récupère aussi l'expérimenté Pedro Emmanuel de Boavista. Manic aussi qu'il avait rencontré au Benfica. Qui est à la relance aujourd'hui en venant au FC Porto. Il récupère aussi Paulo Ferreira, qui avait fait une bonne saison du côté de Vitória Setúbal, considéré comme un bel espoir. Et il y a aussi évidemment Jorge Costa, l'expérimenté, qui revient de près d'Angleterre. Gilles Christ,
Mourinho est en train de constituer son groupe. Et j'insiste bien sur le son. Oui, son groupe. C'est vrai qu'il arrive dans une équipe où il a beaucoup insisté sur le fait qu'elle représente les valeurs, on va dire, locales de la région de Porto, avec voilà, donc beaucoup de générosité dans les efforts, dans le travail, dans tout ce qui concerne voilà, donc cette mentalité voilà, portista qui a été perdue au cours de ces dernières saisons. Et c'est vrai qu'il a pas mal de joueurs expérimentés et des joueurs de devoir, loyaux envers lui, qui vont vraiment prouver par la suite qu'ils sont au niveau européen. Et c'est vrai que quand on voit ce groupe-là, c'est vraiment la méthode Mourinho qui se met en place de façon durable et qui va durer pendant des années, avec un groupe de garçons, de boys, comme il y a pu y avoir à Chelsea, d'hommes du côté de l'Inter et aussi au Real Madrid. Mais voilà, donc ça tient son essence et son éveil à partir de cette histoire de Porto avec tous les joueurs que tu viens de citer notamment. Alors ça se passe très bien. À titre d'exemple, le parcours en Coupe de Portugal, c'est 12 buts en 4 matchs, avec une victoire en finale contre l'Union Leiria, comme par hasard, comme quoi il avait fait du bon travail dans son précédent club. Le FC Porto gagne 1-0 grâce à un but d'Erley. En championnat, pareil, 86 points. Le club ne perd que 2 fois. Marque 76 buts, n'en encaisse que 26, meilleure défense du championnat. Le Portugal, Damas, retrouve enfin le mastodonte, comme seul le FC Porto peut l'être. C'était même je crois que c'est le record historique du championnat portugais. 86 points sur 102 possibles. C'est extraordinaire. C'est incroyable d'avoir de tels chiffres. Alors c'est vrai, nous on va considérer que c'est un championnat de seconde zone, un championnat secondaire, mais peu importe. Ça crée une telle différence par rapport au Porto de l'année passée et des 3 dernières années, dont on a mentionné avec le Sporting qui a été 2 fois champion et Boavista Porto qui a également gagné son titre en 2001, que quand on voit maintenant de tels résultats, on se dit c'est éclatant surtout. Alors il faut également mentionner par rapport au Mercato qu'il y a eu un départ majeur de Jorge Andrade qui est parti au Deportivo La Corogne pour 13 millions d'euros. Donc à l'époque, c'était quand même un bon transfert et les Portugais commençaient déjà à se signifier comme étant de très bons négociants sur le marché des transferts. Donc ce départ. Oui. En plus, c'est vrai que 13 millions pour un central, c'est vraiment, à l'époque, c'est vraiment une vraie somme. Ah, c'est une très belle somme. C'est une très très belle somme. D'ailleurs, toi, Reda, tu pourras bien parler de ce joueur-là, vu le spectacle qu'il nous a rendu à la Juve aussi. Donc, ça, c'est un autre sujet, le pauvre qui s'est blessé. Mais pour revenir au FC Porto, on voit ces résultats-là. Parce que nous, on est jeunes Français, on se dit, oh, c'est le championnat portugais, on voit pas, on sait que c'est impressionnant. Ah, mais quand bien même c'est le championnat portugais, à partir du moment où c'est historique, c'est que personne n'avait fait ça dans ce championnat portugais, aussi faible soit-il ou pas, c'est pas bien sûr. Exactement. Ah, mais attendez, ils vont dire faible. Ils sont des jeunes. Mais c'est justement, si on veut dire faible, très bien, mais personne n'avait fait ça avant. Oui, personne n'avait fait ça avant, mais le problème, c'est que voilà, moi, je toujours l'estime, et c'est pour ça que je suis très content de faire l'épisode avec Damas et surtout avec Samuel, pour dire que le championnat du Portugal, non, n'est pas un championnat faible. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de clubs par rapport aux grands clubs européens, et encore, par rapport à l'époque, il y avait encore 18 clubs, comme il y en avait en Italie, et en Italie principalement. Mais voilà, c'est quand même un championnat de bon niveau et qui a produit beaucoup plus de champions d'Europe des clubs champions qu'un pays comme la France, par exemple. D'ailleurs, la France, dont on va parler à travers 3 équipes sur ce podcast-là, que Porto va rencontrer en Coupe d'Europe. Alors, petit focus sur le groupe et l'équipe type à la disposition de Mourinho. Victor Baía au goal, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Pedro Emanuel en défense centrale, Ferreira et Nuno Valente sur les côtés. On met le terrain Costinha, Deco, Maniche, Alinichev. En attaque, on a Derlei, Capucho, Postiga et Jan Koskas, le Lituanien qui va venir en hiver. Alors c'est un groupe talentueux, solide, mais peut-être un peu sans plus. Comment Mourinho a-t-il réussi à marcher sur la C3 avec ce groupe grâce à Deco, Samuel ? C'est là qu'il y a l'éclosion de Deco. C'est clairement là, il finit la compétition avec 7 passes décisives. Moi, je me rappelle à l'époque, comme l'a dit Damas, on n'avait pas trop l'œil encore sur ce championnat et sur Porto, mais on entendait parler qu'il y avait un phénomène qui commençait à faire son trou, et en UEFA, c'est là que quand Porto a gagné, on a commencé à entendre parler de Deco, et puis de Carvalho aussi, qui commençait déjà à pointer le bout de son nez, mais c'était vraiment Deco et
Et on savait que Porto était une équipe qui, en LDC, allait. En fait, on voulait regarder la LDC pour voir ce que ça allait donner, cette équipe qui devait gagner la C3, et puis pour voir Deco à l'œuvre après l'année d'après. Parce que la finale contre Glasgow, on l'a tous regardé. Alors, avant d'arriver à la finale, on va en parler un petit peu de ce parcours. Alors, petite précision, Ricardo Carvalho, qui est champion avec le FC Porto en 99, donc il fait partie un peu de. C'est un des meubles, hein, même malgré son jeune âge. Deco, lui, il est plus dans l'esprit revanchard, un peu à la Mourinho, où lui aussi avait connu beaucoup d'échecs, notamment du côté du Portugal. Et notamment à Benfica aussi, dans lequel il n'a pas été retenu, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la C3, c'était des tours après tour, hein, il n'y avait pas de groupe à cette époque-là. Donc, premier tour, victoire 6-2. Aller-retour contre le Polonia Varsovie. Deuxième tour, victoire 3-0 contre Austria Vienne. 16e de finale, c'est contre le RC Lens qu'on connaît tous très bien. Je vais vous laisser en parler un petit peu. Gilles Christ, 3-1 sur le match aller-retour. Oui, mais parce que voilà, on va dire, c'est là où je fais connaissance avec le FC Porto, notamment à travers les France Football que je lisais et aussi voilà, quelques bribes d'images que j'ai pu regarder à l'époque, notamment par rapport à Guillaume Varmuz. Qui justement donc lors du match contre Porto à Porto a fait clairement n'importe quoi. Absolument. Et il faut en parler. Je sais que Damas aime bien le mentionner, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit que Lens, qui était une belle équipe, qui était reversée de la Ligue des Champions, qui avait fait un bon parcours. Tout à fait. Face au Milan, face au Bayern, ils ont terminé devant le Bayern lors de cette Champions League-là. On se disait que peut-être que Lens avait des ambitions qui peuvent être intéressantes pour cette Coupe UEFA. Et il n'en est rien été, puisque Porto a été supérieur sur l'ensemble des deux rencontres. Et Varmuz, on sentait que c'était la saison de trop pour lui. Mais la saison de trop, surtout qu'il faut savoir que Lens était vice-champion de France, si je ne m'abuse aussi. Oui, c'est ça. Avec une très très belle saison passée, le duel contre Lyon que Samuel s'en souvient très bien. Donc en Coupe d'Europe, on s'attend à ce qu'ils puissent répondre dans des matchs coup près à Porto. On sait que c'est pas facile, ok, mais le match aller que nous fait Lens, il passe totalement au travers. Alors en plus le tir de Elder Postiga, la prise de balle de Varmuz, dont on entendait parler de l'équipe de France. Non. On est rapidement revenu à la surface. On est revenu sur terre. On est revenu sur terre, comme tu dis Reda, et ce monsieur n'a pas le niveau pour évoluer en EDF. On le sait. Ensuite, ce qui est intéressant avec Porto, c'est que là, on a affaire à une équipe qui sait être performante durant ces temps forts. Ils gagnent 3-0, personne ne parle. Au match retour, je crois que c'est Lens qui l'emporte 1-0. Oui, c'est ça, 1-0 à Bollaert. 1-0 à Bollaert. Après, moi, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais vu, je ne sais pas comment j'avais fait, parce que j'avais des chaînes à l'époque européennes, et j'étais tombé sur Panathinaikos Porto. Je crois qu'ils s'affrontent en quart, je crois. En quart de finale, oui. Parce qu'en huitième, Porto bat 6-1 un club turc. C'est Denizlispor. Et c'est eux qui avaient sorti Lyon, qui était champion de France. Oui, c'est ça, tout à fait. Samuel. 8-3 sur les deux matchs. Donc en fait, comme on en revient encore au fameux championnat portugais qui n'est pas terrible, les deux, le champion de France et le vice-champion de France qui sont reversés de la Ligue des Champions se sont fait éclater, et Porto a fait une bouchée de Lens et ensuite s'est occupé de l'équipe qui a battu Lyon. A détruit le bourreau du Lyon. C'est ça. C'est assez fou. Alors, le quart de finale, c'est un 2-1 contre Panathinaikos sur les deux matchs. Et puis, il y a eu aussi la demi-finale, Gilles contre Lazio, qui était un beau match. Victoire 4-1 sur l'ensemble des deux rencontres. Oui, surtout ce match, le match à domicile, qui est un match incroyable, même tu vois, en termes de tension psychologique, ça va. On va dire qu'il y a une portée dramatique sur cette rencontre où voilà, en fait. On se pensait que la Lazio, qui avait encore des restes de sa grande époque, dont on a parlé dans un podcast précédent, allait peut-être ressurgir dans cette compétition, parce qu'ils avaient clairement les moyens de pouvoir aussi aller au bout. Mais Lopez, Inzaghi, Chiesa, je crois. Ah oui, non. Simeone aussi, il me semble. Exactement. C'était quand même une grosse équipe. Très belle équipe, justement. En plus, Stankovic, Merlovic étaient là, Fernando Couto pour les Portugais. Mais voilà, cette équipe de Porto est incroyable. Même si elle est menée au score, elle est menée au score dans cette partie. Manic marque, Derlei marque.
Derlei en Encore marque lui, encore même, ça veut dire. en seconde période. Et Deux fois. Postiga qui marque le 4e but. Et c'est une ambiance de fou dans le vieux stade de Porto. Justement, on va dire qu'ils prennent une option sur la finale lors du match aller. Et comme on a tendance à le voir, c'est que cette équipe de Porto, le match aller, il est tambour battant, et le match retour, ils ont déjà perdu des matchs, ils font des matchs nuls. Et là, ils font encore match nul pour arriver en finale, comme si ils arrivaient à gérer un petit peu quand est-ce qu'il faut accélérer, quand est-ce qu'il faut ralentir pour être au final dominant sur les 180 minutes de jeu. Bah, c'est ce qui va une caractéristique des équipes de Mourinho. J'ai remarqué qu'en Ligue des Champions, ils font souvent le grand pas à l'aller. Que ça soit à Porto et même après dans ces autres clubs, même à l'Inter après en 2010, ils gagnent toujours à l'aller en fait le match. Et après au retour, ils conservent le score ou ils s'arrangent pour pas se faire rattraper l'avance qu'il a pris à l'aller. Alors, pour le coup, c'est des calculs qui ne se font pas en finale. Et justement, la finale d'Amaz est compliquée. Elle est compliquée parce qu'on a affaire aussi à une mais belle. C'est une très belle finale. Franchement, je suis tout à fait d'accord. L'année 2003, au niveau footballistique, on s'est régalé. Que ce soit dans les championnats nationaux, que ce soit en Coupe d'Europe, je ne sais pas pour vous, mais moi concrètement, j'ai vu de très 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 beaux matchs de football sur la période printanière et sur un match qu'on pouvait voir sur France Télévisions, messieurs. Oui, Christophe Josse, Charles Bietri sur France 3, je crois. France 3, oui, c'est ça. Et très 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 belle finale. Oui. Et le Celtic qui fait preuve d'une très belle opposition avec certaines séquences de jeu intéressantes avec Henrik Larsson qui marque. Bien sûr. Qui met un doublé en finale. Et quand on marque un doublé en finale, ça compte double. Alors, Porto a quand même une certaine maîtrise technique que n'a pas le Celtic. Donc, dans la maîtrise du ballon, on voit rapidement que les Portugais sont performants avec une passe décisive de Deco pour, je crois que c'est l'ouverture du score, c'est Postiga, je crois, ou c'est Mani, je ne sais plus. Non, c'est Derlei. C'est Derlei qui ouvre le score. Oui, Derlei qui est Zalenichev en plus qui va marquer après. Mais, en tout cas, Derlei ouvre le score sous la barre avec une passe pied gauche de Deco, mais concrètement, monsieur se montre à l'échelle internationale dans une finale qui certes est la C3, mais Deco commence clairement à se positionner comme étant un joueur majeur sur le football actuel, sur le football de cette période-là. Alors, c'est vrai que le Celtic avait une force physique, si vous vous souvenez des éléments de cette équipe. Gian Bobo Baldé, Didier Agathe, messieurs. Il est sorti Boavista en demi en plus. Hein. C'est ça. Qui prouve la force du football portugais, ce que nous, Français, à l'époque, on n'avait pas compris début 2000. Ils ont sorti Boavista, Liverpool, Stuttgart, Celta Vigo, Blackburn Rovers. Donc très, très, très sérieux. Non, très, très, très sérieux client. Et en plus, le Celtic, avec Larsson, qui est en effet performant, mais qui maintient... On avait quand même compris, je pense, que si on a un certain regard footballistique, on comprend que le Celtic est un tout petit peu inférieur à Porto. Mais on est en finale et tout peut se jouer. Et concrètement, Derlei, il faut qu'on en parle, messieurs. Ce monsieur marque 12 buts en Coupe d'Europe. Ouais. 12 buts en Coupe d'Europe. Meilleur buteur de la C3. Meilleur buteur de la C3 avec le but décisif pied gauche surtout. Parce qu'on est... magnifique. On dépasse la 100e minute de jeu, mais ce monsieur se permet de mettre une frappe pied gauche. En plus, le défenseur, il tend le pied jusqu'au bout, mais non. Franchement, je me suis régalé. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la période, l'une des rares périodes où il y avait le but en argent. Donc du coup, et là justement, donc là le but en argent rentrait en ligne de compte sur cette finale. Et c'est au bout de cette de 105 minutes de jeu que Porto l'emporte. Ouais. D'ailleurs, le match finit à 10, il me semble. Ils prennent un carton de chaque côté. Carton rouge de Novalente et Baldé d'ailleurs. Baldé, ça m'étonne un peu moins. Ouais. Nuno Valente aussi qui est expulsé. Mais c'est pas un but en argent, Christa, puisque Maniche et Ferreira ont un carton jaune à la 120e minute. Et Nuno Valente aussi est expulsé à la 120e minute. Ah d'accord, mais donc du coup, dans mes souvenirs, effectivement, j'étais persuadé qu'il y avait le but en argent à ce moment-là. Mais en fait, non, le but, il arrivait à la 115e, c'est ça ? 115e, c'est ça. Ouais. 115e, ouais. Voilà, je me trompe de 10 minutes, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, voilà, Derlei qui met son doublé, Henrik Larsson qui met son doublé aussi, l'FC Porto qui gagne la C3. Honnêtement, c'est à ce moment-là qu'on le découvre. Alors oui, effectivement, il y a eu ce match contre le RC Lens, mais
on voit juste Lens perdre en Coupe d'Europe contre un bon club européen. Là, on découvre un club européen qui joue très bien au foot et notamment un certain Deco. Alors, à l'été 2003, c'est d'abord les Supercoupes que le club va jouer. Hein. Donc, il y a une victoire d'abord en Supercoupe du Portugal 1-0 contre, encore une fois, l'Union Leiria grâce à un but de Costinha. Il y a cette défaite contre Milan AC 1-0 grâce à un but de Shevchenko. En ce qui concerne les transferts... Je ris parce que je connais l'amour de Reda par rapport à... C'est pour ça que j'ai voulu passer vite. Il a gagné le ballon d'or, c'est ça après. En le prenant à qui? Voilà, on en reparle tout à l'heure. L'été 2003 aussi, Bozingua qui arrive, Pedro Mendes, Benny McCarthy, Carlos Alberto. En rappelant aussi qu'Elder Postiga quitte le club à ce moment-là. Donc on avait besoin d'attaquants du côté de... À Tottenham d'ailleurs. Oui, c'est ça, du côté du FC Porto. Alors, en ce qui concerne le FC Porto, on est d'accord, Samuel, Porto a une belle équipe, des joueurs intéressants, voire très intéressants, mais en aucun cas de niveau d'un vainqueur de Ligue des Champions. Du tout. En plus, ils arrivent dans un groupe où il y a la Real et l'OM qui avait fait un gros mercato avec Mido, Drogba. Donc, je me rappelle beaucoup au départ penser que l'OM allait sortir de ce groupe. En plus, ils démarrent par un match nul contre Belgrade très compliqué. Donc, à la base, ouais, on mise pas une seule seconde sur Porto cette année-là. Hein. Alors que ça se passe très bien, par contre, en championnat. On va juste résumer un petit peu. En coupe, Porto gagne tous ses matchs de groupe. Alors, à ce moment-là, c'est des matchs de groupe avant d'aller en finale. Ils perdent en finale en prolongation contre le Benfica. Alors, en coupe, ça se passe très bien. C'est 5 victoires, donc 13 buts pour 2 buts encaissés. C'est complètement incroyable. En championnat, ils sont premiers de loin, avec la meilleure attaque et la meilleure défense, avec des séquences de 27 matchs consécutifs sans défaite. McCarthy. Incroyable. C'est incroyable. McCarthy, meilleur buteur du championnat avec 20 buts. C'est trop facile, Damas. Alors, en championnat. Je sais pas si c'est trop facile, mais c'est que ce qui est intéressant, c'est que Mourinho, il a fait un très gros été pour justement garder, enfin, selon ses mots, hein, il veut garder la même discipline à son équipe, le même niveau de rigueur. Parce qu'on sait très bien qu'une équipe qui est en pleine période d'effervescence peut amener à un certain relâchement. Nous sommes français, nous savons très bien de quoi nous parlons. Et là, cette fois-ci, c'est que Mourinho veut continuer à conserver ce même niveau d'exigence. Alors, Benny McCarthy, qui revient de près du Celtic Glasgow, et considère Mourinho comme un papa, parce que Mourinho lui a dit très clairement, je compte sur toi, t'es mon fils, et quand on connaît les joueurs africains et le lien avec Mourinho, mais on peut le dire, Mourinho sait comment. Il a fait le club d'or. Voilà, le Jacques Faucard africain. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Mourinho a pris un joueur important, Pedro Mendes, hein, tu as parlé de lui, Reda, qui va jouer le rôle dans la rotation avec le milieu à 4 losanges, notamment avec Alenichev et Maniche. Il va les faire reposer. Exactement, c'est un rôle très, très, très important. Donc, ça maintient quand même un certain niveau d'excellence à cette équipe qui va clairement le prouver sur le championnat portugais. Alors, il y a la Coupe du Portugal à cette malheureuse défaite où Di Maria marque côté benfiquiste, qui commence en fait à émerger. Et c'est le Benfica de Camacho qui va être récompensé quelques semaines après pour justement prendre le Real Madrid. Mais voilà, donc par rapport au travail qu'il a accompli, c'est de dire justement donc on va dire quel était le mastodonte qui était Porto à cette époque-là, notamment sur la scène nationale, et qui a fait vraiment forte impression, puisque il faut qu'on le dise également, c'est que entre l'arrivée de Mourinho, on va dire les débuts février 2002 jusqu'à son départ en mai 2004, il n'y a aucune défaite à domicile. Mais c'est vrai qu'il va le suivre tout au long de sa carrière, cette puissance à domicile. Non, ils ne perdent pas à domicile. Ils ne perdent pas à domicile et lui, il aura une série d'invincibilité qui va durer jusqu'à Chelsea pendant très longtemps, non? Non, même Chelsea, même à l'Inter. Même à l'Inter, même au Real. C'est même 9 ans après qu'il perd cette série d'invincibilité à domicile pour José Mourinho. Donc, du coup, c'est vraiment... ça prend sa force de là, en fait. Et on sent qu'il y a vraiment une méthodologie qui s'est suivie sur tout le cours de la décennie pour Mourinho. En championnat, Gilles Christ, parce que sur cette saison 2003-2004, tout à l'heure, Samuel parlait de débuts difficiles en C3. Il y a justement ce Real qui vient gagner 3-1 à Porto. Ah oui, clairement, parce qu'en fait, franchement, moi, je me rappelle de ce match-là, puisque voilà, j'ai cet œil madrilène qui était
toujours concentré sur le Real. Et je me rappelle aussi de Gilardi qui avait dit que ouais, mais donc si le Real a gagné en 98, en 2000, en 2002, il gagnera en 2004. Ça c'était sur Canal+ pour la parenthèse. Et du coup, le match contre Porto, 3-1. Franchement, en plus avec Zidane qui marque en plus. Du coup, c'est ah non mais c'est clair, mais il y a une bonne opposition, mais le Real l'emporte et fait partie des favoris pour la Ligue des Champions comme voilà, chaque année entre comme guillemets, chaque année, surtout à cette époque. Et surtout, Porto, on se pose la question. Bon, voilà quoi. Marseille a gagné contre Partizan. S'il y a le match de la 3e et 4e journée contre l'OM, si Marseille arrive à s'en sortir contre Porto, et ben on voit les 8e de finale. Et là, ta base, c'est 3-2 victoire au Vélodrome et 1-0 à domicile. Non, il faut bien préciser, Reda. 2-3, 2 buts à 3, et Porto a mené 1-3. Ouais. Marley a réduit le score à la 83e parce que Linichev a mis le coup de poignard. Mais concrètement, Marseille a eu beaucoup trop d'absence. Le niveau de confiance qu'avait même la presse, le monde du football français par rapport à cette confrontation, parce qu'ils se sont affrontés à la 3e et la 4e journée. Vous savez bien qu'en Ligue des Champions, quand tu affrontes à la 3e journée l'équipe en question, tu l'affrontes au match retour à son domicile. C'est ça, tout à fait. Exact. Donc là, cette défaite marseillaise fait très mal, même à tout le système Perrin. Parce que c'est pas qu'une défaite en Ligue des Champions, c'est même tout le système Perrin. Je me souviens très bien de cette soirée-là. Mourinho était venu, il a été très impressionné par Drogba. Ça a été même l'une des premières soirées où Drogba, ça l'a vraiment tapé dans l'œil. Le coup de foudre. Le coup de foudre, on peut le dire. Le coup de foudre. Mais cette soirée-là, Marseille ouvre le score. Drogba. Exactement. Et le Vélodrome est en folie ce jour-là, à ce moment-là. Mais après, on déchante très vite. Mais très rapidement. Montre le niveau de maîtrise qu'a cette équipe durant les situations de crise. Et ça s'est même vu durant toute la compétition, notamment par rapport à Manchester, qu'on verra juste après. Mais c'est ce milieu qui est incroyable. C'est le milieu Costinha, Manic. Vas-y, Samuel. Je t'en prie, Samuel. Vas-y. Le milieu Manic d'Eco et Costinha est monstrueux. Que ce soit dans ce match-là, Manic qui est énorme. Les 2 matchs d'avant, Costinha, même contre Manchester, il fait un match de fou. Contre Lyon, ils ont bouffé le million lyonnais après que Essien, Diarra, Juninho, là, ils n'ont pas vu le jour. Et là, contre l'OM, pareil. En fait, c'est le milieu de cette équipe qui est vraiment monstrueux, quoi. Alors justement, avant de te parler du milieu, alors il y a le deuxième match contre Partizan où Benny McCarthy met un doublé pour gagner 2-1. Le deuxième match, c'est contre le Real, il y a 1-1 avec le but d'Erley sur penalty qui répond à Solari. Et puis justement, et là, on arrive au 16e de finale, enfin 8e de finale, pardon, avec ce match contre Manchester United qui, à titre personnel, je considère que c'est le plus beau de Porto sur ce tournoi, sur cette période, mais sur cette campagne en championnat, avec ce match aller 2-1 et là aussi doublé de Benny McCarthy et le match aller 1-1 à Old Trafford. C'est un match qui était tactiquement très bien géré, Gilles Christ. Très bien géré, mais je me rappelle aussi de cela parce que la sympathie que j'ai pour Paul Scholes, notamment pour Manchester United aussi, fait que quand on a vu ce match dans les résumés de la Champions League et qu'on a entendu que Manchester était éliminé, c'était une surprise. Mais après, sur le match aller, c'était logique, parce que là, en plus, la Porto rentrait dans son stade do Dragao. Qui était dans son inauguration, un tout nouveau stade, tout neuf. Et sur le match retour, Manchester mène 1-0. Manchester marque un deuxième but par Scholes, qui est refusé pour une raison assez quelconque, pour ne pas dire injustifiée. Oui, ils sont trompés, clairement. Et là, justement, Mourinho ne parle pas beaucoup de cette erreur d'arbitrage. Mais bon, il est très silencieux. Il est très silencieux à ce sujet-là. Mais sur ce match-là, effectivement, dans l'état d'esprit, il sent que Manchester est fébrile. Et il demande à ses joueurs de continuer à jouer et à être aussi agressifs, notamment dès la dernière minute, parce qu'il sent de l'anxiété, que ce soit sur le terrain, mais aussi dans les tribunes à Old Trafford. Les supporters, les visages, Gilles. Oui, exactement. Continue, les visages. Et quand tu vois justement que ces visages qui deviennent de plus en plus anxieux en attendant le coup de sifflet final, Porto va aller jusqu'au bout et il y a ce but de Costinha qui sort donc de nulle part. Mais après, Roy Carroll, je ne vais pas faire de commentaires sur... Roy Carroll bouquet.
Ouais, voilà. C'est pas mal. sur justement son intervention et qui permet après à Costinha de marquer et à Mourinho de faire cette célébration que tout le monde aura vue et revue pour célébrer cette victoire incroyable et qui leur permet d'aller en quart de finale. Quart de finale, Samuel contre Porto, 2-0 match aller, 2-2 au match retour. Contre Lyon. Là, contre Lyon, c'est le milieu de terrain portugais qui fait la différence et c'est la principale force de ce club. Bah, c'est ça. En fait, on parlait toujours, nous en France, le fameux triangle lyonnais. Enfin, ils nous baratinaient avec ça, H24, qui était très fort, il n'y a pas à dire. Enfin, il y avait du monde au milieu. Et puis en face, Porto, en fait, on a eu l'impression au match aller que le milieu lyonnais, il n'existait pas, en fait. Ils les ont mangés. Le 2-0, il est propre, net, sans bavure. Et au retour de 2, Manic, il a plié ça, quoi. Manic doublé, oui. Avec des frappes d'une cruauté incroyable. Oh, incroyable. Sous la barre, Coupet n'a rien vu. Il s'est fait boire, comme tous les médias français qui se voyaient Lyon passer. Pardon? Benny marque encore à l'aller, je crois. Non, c'est Deco et Carvalho qui marquent à l'aller. Et au retour, c'est Maniche 2 fois qui répond à Louis Ndoula et Elber aussi qui marque à la 90e minute. Elber. Il y a 2-1. Il y a 2-1 pour Porto et c'est fini. Donc, et le but d'Elber, il compte même pas. Parce qu'à la base, il y a eu 2-0 à l'aller, il y a 2-1. Ah oui, il compte pas. Ouais. C'est ça. C'est pour éviter la défaite à retour. Mais pour moi, c'est là que je les ai trouvés vraiment impressionnants. C'est que contre Manchester, on pense que c'est de la chance. Ils ont gagné parce que, voilà, comme dit Gilles, il y a eu un fait de jeu avec l'arbitrage. Il y a eu un but à la 90e, donc on se dit, il s'est passé cette fois, mais là, on va voir ce que ça On sent de la solidarité, on sent la patte Mourinho quand même dans ce match-là, et on le verra aussi contre le Deportivo La Corogne, là tout de suite, avec le 0-0 à domicile, où la chance de Mourinho sur ce moment-là, c'est de se dire, ok, j'ai pas encaissé le but à l'extérieur qui aurait pu faire tant de mal à ce moment-là. Et là, on ressent toute la force de Mourinho sur son groupe qui est prêt à aller au charbon pour lui. Tout le monde est important pour lui, en plus, c'est ça qui est fort. Chaque tour, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait le match... Même quand il fait rentrer les Jankoskas, tu vois, des mecs comme ça, on pourrait rigoler, etc. Mais ils sont super utiles. C'est ça, tout à fait. Ouais. En plus, il change tout le temps devant. Un coup, c'est Benny McCarthy, un coup, c'est Derley. Il y a Carlos Alberto qui alterne aussi. En fait, il a réussi à faire que tout le monde est concerné et que tout le monde est important tout au long de cette campagne, en fait. Alors, Deportivo La Corogne, c'est 0-0 à l'aller et 1-0 au retour, enfin 0-1 au retour grâce à un but de Derley sur penalty. Et puis il y a cette finale qu'on a tous à l'esprit parce que c'était contre un club français, Monaco. C'est un club qui a beaucoup de sympathisants en France. Il y a personne presque qui déteste l'AS Monaco à part nos amis d'Avantinissa, mais c'est vrai qu'on se souvient tous de ce match-là pour la sympathie qu'on avait pour le Périple Rouge. Souvenez-vous notamment de ce documentaire qu'on a tous saigné des centaines de fois avec Evra, Desbailleurs, etc. Et puis il y a encore une fois 4e club français que Porto rencontre dans son parcours 2002-2004. Et là, Damas, j'écris Samuel, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Déjà, il y a la blessure de Julie dès le début. La blessure de Julie qui fait mal. La plus grosse, on va dire, la plus grosse menace offensive côté Monaco qui se fait d'entrée de jeu. Et puis après, Porto déroule. Et puis il n'y a pas de match au final, cette finale. Oui, mais en plus, dites-vous que là, par rapport à la préparation de ce match, en plus, on voyait que oui, Porto, Monaco, il y a des gens qui disaient 50-50. Mais pourquoi on disait ça? C'est parce que sur la demi-finale, on est passé un peu rapidement. Mais le match Porto-Deportivo, en France, personne ne s'en est occupé parce qu'il y avait Monaco-Chelsea. Bien sûr. Et ce match-là, après l'avoir vu en plus dans le cadre de rediffusion, le match est insupportable à regarder. Le match est insupportable. Le match est catastrophique. Il est insupportable parce qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est verrouillé. Et pareil pour le match retour. C'est vrai que ça se joue sur un penalty, etc. Donc du coup, on se dit, allez, Monaco peut-être a une chance. Comme on avait dit pour Lyon, Lyon a une chance contre Porto. Comme on a dit aussi pour Marseille, Marseille a une chance. Et du coup, on va avec cet excès de confiance. Julie se blesse assez rapidement. Il y a aussi un hors-jeu qui est un peu litigieux qui est sifflé alors que Monaco aurait pu marquer sur une action. Mais après, dans l'ensemble, Monaco a terminé la saison sur les genoux, sur les rotules. On l'a vu en championnat. Et Porto, lui, cherche à finir fort, même s'ils avaient perdu la finale de coupe quelques jours avant. Et sur le match, il n'y a rien à dire. Il marque le premier but grâce à Carlos Alberto. Et
Et voilà. Et après, c'est vrai que sur la deuxième période, voilà, Deco, j'allais dire pour beaucoup le ballon d'or de cette époque-là, a réglé encore les Monégasques avant qu'Alenichev ne crucifie Flavio Roma. Et elle fait dire à un de mes oncles qui était présent, les carottes sont cuites. Elles étaient bien cuites à ce moment-là. Ouais. Mais vous avez vu le deuxième but? Vous avez vu le deuxième but de Deco? Oui, il joue contre des poussins. Exact, c'est une contre-attaque. Il est trop fort. C'est une contre-attaque. Pedro Mendes fait un très bon tacle sur Morientes et Jorge Costa fait une passe en une touche vers Deco qui accélère. Et dès que Deco accélère, bon, c'est vrai que les Monégasques ont été vraiment mal placés sur ce contre, mais la passe que fait Alenichev vers Deco et le tir, parce qu'il voit bien que Flavio Roma va se plonger sur le côté gauche. Il met ça normal, le frère. Il est serein, alors que nous, non, il est trop loin, frère. C'est vraiment pour dire, parce que Monaco était sur un temps fort. Et c'est vrai qu'il faut rebondir ça par rapport à cette équipe de Porto. C'est que Porto, durant toute cette campagne 2003-2004, c'est très bien gérer les temps faibles. Les temps faibles, messieurs, il faut le dire. C'est la marque Mourinho. Évidemment. C'est la force de monsieur Mourinho. Les transitions sur contre-attaque aussi. Exactement. Et il y a toujours cet élément-là. Il y a Deco pour la période Porto et il y a Schneider pour la période aussi de l'Inter, qui ressemble quelque part aussi à cette équipe portugaise. Il a toujours construit ses équipes comme ça, avec une base solide en défense, un numéro 10 et un attaquant puissant. Il aime les attaquants puissants. En tout cas, tout ce qu'on a vu de Mourinho par la suite tient ses origines de ce qui s'est passé dans cette histoire avec le FC Porto. On va terminer le podcast avec une dernière question. Concrètement, cette victoire en Ligue des Champions du FC Porto, est-ce que vous considérez que c'est un exploit à l'image de la Grèce 2004, à l'image de Leicester 2016, ou est-ce que vous considérez cette équipe comme étant une équipe historique? Tout simplement sur cette période 2002-2004. On ne peut pas faire le lien avec des équipes surprises comme tu as pu en parler, de Grèce ou de Leicester. C'est vrai que ce sont des parcours qui sont admirables sur une saison, mais là quand même il y a la régularité de 2 saisons et en plus il y a 2 titres européens qui sont remportés à l'issue de ces saisons-là. Une hégémonie au niveau national qui a été affirmée puis confirmée. Non, cette équipe était une équipe très forte qui a réglé les équipes de cette époque, que ce soit en C3, que ce soit en C1. C'est même au-dessus de Leicester et de la Grèce, voilà, parce que il n'y a pas d'effet de surprise. Tout le monde était prévenu, mais personne n'a réussi à les battre. D'autant plus que ce soit Mourinho ou les joueurs qu'il avait sous ses ordres à Porto ont par la suite tous eu une très grande carrière. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.